Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Eh bien aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Sienne. Jean-Philippe, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, eh bien écoute, je suis Jean-Philippe Sienne, je suis responsable multimédia à l'Université de Rennes actuellement et j'exerce à l'Université de Rennes depuis à peu près 3 ans. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais de l'audiovisuel et une dizaine d'années que je fais de l'audiovisuel dans le cadre de production d'enseignement numérique. Alors dans l'audiovisuel, au départ, j'ai commencé par une formation à l'ESRA pour ensuite basculer vers, des enregistrements autoproduits musicaux. Et puis ensuite, j'ai basculé vers la vidéo de télévision, où j'ai exercé pendant une douzaine d'années sur des productions de télévision, où principalement j'étais chef opérateur de prise de son. Et puis après ça, j'ai basculé sur l'enseignement numérique en étant embauché chez l'éditeur de formation Youno dans un deuxième temps, et dans un premier temps, j'étais embauché chez Institut Mines Télécom à l'école Télécom Bretagne. Voilà. Et ensuite donc j'ai fait Youno. Et puis maintenant, je suis à l'université de Rennes. Voilà. Très bien. De quoi tu veux nous parler ? Parce qu'on a eu la chance de t'accueillir déjà lors d'un premier podcast. Je mettrai le lien, bien sûr, dans le descriptif pour que les gens puissent compléter un petit peu. Et de quoi tu veux nous parler alors aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais parler des formats qui, on va dire, sont souvent les plus répandus sur les formations digital learning. Ces formats, on va dire, sont très souvent celui de l'enseignant plus diapositive, qu'on va tourner sur un fond vert ou non, celui du teaser pour, on va dire, vendre sa formation, si on peut parler de ça comme ça. Le témoignage, qu'on va aussi appeler une interview tout simplement. Et puis parfois on fait aussi des mises en situation métier, ce que j'appellerais des scénettes. Ouais. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les 1, 2, 3, 4 formats les plus répandus. Il y en a d'autres dont je parlerai plus tard dans l'épisode, mais c'est les 4 qu'on fabrique assez régulièrement. Oui, donc en gros, quelqu'un qui va vouloir, dans le cadre de sa conception e-learning, produire de la vidéo, on va aborder les 4 éléments essentiels qu'il doit entre guillemets connaître et maîtriser. C'est ça. C'est ça. Et donc, alors si on commence à prendre format après format, on va commencer par le format, ce que moi j'appelle prof plus diapo, ou enseignant ou formateur plus diapositive, pour lequel j'ai typiquement mis en place un process de fabrication intensif chez Youno. Et donc là-dessus, l'idée c'était de partir d'un outil, déjà pour tout ce qui concerne le graphisme, d'un outil assez répandu et connu de tous, qui est PowerPoint. Ouais. Alors on pourrait croire que faire du graphisme sur PowerPoint c'est complètement aberrant. Alors effectivement, on va dire, pour un professionnel du graphisme ça l'est. Maintenant, l'avantage qu'a un outil tel que PowerPoint, c'est qu'il est au croisement de ce que peuvent générer au mieux, on va dire, des formateurs, et de ce que peut faire au plus bas un graphiste. Donc Oui. l'avantage, c'est que les deux peuvent se rejoindre là. Un formateur peut faire une proposition graphique correcte, et l'outil est facile à prendre en main. Et de l'autre côté, le graphiste peut reprendre les diapos et les remettre en forme et leur donner un aspect esthétique, disons, professionnel assez facilement. Voilà. Donc c'est pour ça que l'idée, c'était de partir de PowerPoint. Et puis il a un autre avantage, c'est qu'on peut commenter les diapositives. C'est-à-dire qu'on peut suggérer des corrections, suggérer des améliorations, etc. On peut travailler en mode collaboratif. Oui. Bien évidemment, c'est pas le seul outil, hein. Il y en a plein d'autres chez Google ou ailleurs qui permettent de faire de la diapositive collaborative. Et voilà. Mais l'avantage qu'il y a à travailler sur ce genre d'outil de création de diapos, c'est que le formateur peut lui facilement créer des supports graphiques corrects, on va dire, et puis le graphiste peut les reprendre en main à distance et les remettre en forme de manière plus jolie et leur donner un aspect professionnel. Par exemple, on ne demandera pas à un formateur d'aller sur Photoshop
ou d'aller sur un outil de travail graphique vectoriel, par exemple. C'est aberrant, il le connaîtra pas. Donc voilà. Oui. Donc l'outil visuel graphique au départ, c'est donc PowerPoint. Et de l'autre côté, on va demander aussi au formateur d'écrire les propos qu'il va dire sur un document qui peut être un Google Doc ou un Word de chez Microsoft. Et puis à partir de là, on va mettre en place un process pour que le script et le diaporama soient tous les deux des éléments de compréhension de la réalisation de la vidéo. Alors je m'explique. Pour réaliser une vidéo, on va donc séquencer la vidéo. Si on prend tout simplement on va dire un storyboard classique, on va faire une introduction, et puis ensuite on va développer un point pédagogique dans une séquence, et puis ensuite on va faire, mettons, une conclusion. Ok, on va partir sur un séquençage assez simple: introduction, point pédagogique et conclusion. Donc sur le Google Doc ou sur le Doc Word dans lequel on va écrire le script, on va faire un tableau tout simple dans lequel on va créer 3 cases, d'accord, qui sont les 3 l'une au-dessus de l'autre, d'accord, et pour chacune, eh bien on va dire que chacune correspond à une séquence. La première en haut va être l'introduction, celle du milieu va être la séquence pédago, et puis celle d'en bas, la troisième, va être la conclusion. Ok ? Ouais. À partir de là, donc, les 3 cases sont délimitées avec des lignes, d'accord, qui permettront de savoir que ces lignes vont indiquer que on fait une transition. C'est-à-dire qu'on fait, admettons par exemple un fondu enchaîné. C'est-à-dire que sur le paragraphe qui est écrit dans la case introduction, quand on arrive au dernier mot, le réalisateur sait que la ligne délimitatrice de la case est l'indication qu'on fait une transition pour aller vers la séquence suivante. Ok ? Oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je monte ma vidéo, typiquement, je sais que cette ligne-là veut dire je monte un fondu enchaîné. Voilà. Ok. Alors ça, c'est pour le script. Donc on va écrire dans la première case son introduction, dans sa deuxième case sa séquence pédagogique, dans sa troisième case sa conclusion. On va scinder quand même le tableau en 2 colonnes. La colonne de gauche va servir à écrire donc les propos du prompteur que je viens de citer. Oui. La colonne de droite, elle, va servir à renvoyer vers des suggestions graphiques. C'est-à-dire que le formateur, lui, il va faire une première version de son document graphique sur lequel il va poser, on va dire, des images qui parfois sont des pictogrammes ou des photos qui vont pas forcément, d'abord être jolies ou harmonisées, ou parfois qui vont même pas être forcément libres de droit. Et donc l'avantage d'avoir cette colonne dans laquelle on va faire des suggestions graphiques, c'est-à-dire le formateur va faire des suggestions, il va dire bon ben voilà, par exemple là j'ai mis un pictogramme de réveil, mais idéalement j'aurais préféré mettre, je sais pas, une horloge. Voilà. Et à partir de là, le graphiste, lui, va reprendre cette colonne et il va dire ok, donc à tel endroit sur la diapo j'ai un réveil, mais la personne aimerait que j'aille chercher une horloge parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller le chercher sur une banque d'images. Donc voilà, donc la colonne va servir aux suggestions graphiques. Sur le diaporama, on a donc les diapositives qui accompagnent le propos. Et là-dessus, bien évidemment, le formateur va peut-être vouloir faire apparaître des choses successivement sur sa diapo. Oui. D'accord ? Et là-dessus, on a tous tendance à créer des animations sur PowerPoint qui se déclenchent au clic. Oui. Bien. Alors là-dessus, nous, le sujet sur lequel on a travaillé chez Youno pour le déclenchement de ces animations, c'est de dire que sur un script donné d'une vidéo, tout mot en gras qui est dans le texte du prompteur correspond à un clic de déclenchement d'animation sur PowerPoint. Ok ? Ah oui, comme ça, quand je lis le mot, je clique. Exactement. Donc, ça veut dire que finalement, quand on réalise la vidéo dans les conditions du direct, on va lancer le prompteur, le formateur va commencer à lire, et à partir du moment où il lit un mot qui est en gras sur le script, le réalisateur sait qu'il va cliquer et que ça va automatiquement déclencher l'animation adéquate pour faire apparaître l'objet graphique qui correspond au discours à l'image. Ok ? Très bien. Ouais. Donc là-dessus, le gros du travail qu'on va avoir pour être sûr qu'on va pouvoir réaliser sa vidéo dans de bonnes conditions, c'est d'être bien sûr qu'il y a autant de mots en gras que de clics sur le diaporama. Oui.
Et c'est là qu'est la complexité de la chose. Voilà. Le gros travail de vérification, il est là. Par contre, une fois qu'il est fait, on peut se dire qu'on va dérouler facilement. Si on réalise pas dans les conditions du direct, on peut aussi réaliser avec des outils comme Camtasia, c'est-à-dire qu'on va filmer ses rushs face caméra dans un premier temps avec le prompteur, et donc on va s'auto-filmer avec sa caméra, on va lire le prompteur, et dans un deuxième temps, eh bien, on va par exemple mettre l'audio sur un téléphone à côté, l'audio des rushs, et puis on va écouter, on va lancer la capture d'écran de Camtasia, et on va réécouter ce qu'on vient d'enregistrer, et on va déclencher l'enregistrement d'écran, et cliquer, et faire apparaître les objets graphiques les uns après les autres, et on sera synchrone avec ce qui est dit dans le son. Je ne sais pas si je suis clair là dans Ouais, mon explication. Voilà. oui, tout à fait. Voilà. Ah, tout à fait. Ce qui fait qu'au bout du compte, on obtient une capture d'écran dont les apparitions sont synchrones avec la lecture du prompteur. Et déjà d'une, parce qu'au niveau du timing, la lecture se fait grâce à l'audio et il déroule. Et de l'autre côté, on sait que c'est les bons mots puisqu'on a vérifié sa synchro entre ces mots en gras et les apparitions sur PowerPoint. Oui. Ok. J'avais utilisé il y a quelques années un outil qui s'appelait iSpring. Oui. Et il avait justement cet outil de synchronisation qui était assez bien fait d'ailleurs, pour justement pouvoir écouter et synchroniser avec ce qu'on voyait. Ouais. C'était assez sympa ça. Et du Mais coup, donc, là, plus besoin d'outils auteur, là, du coup, eh ben non. pour créer la capsule. Donc voilà en gros le process qu'on avait mis en place, qui dans un premier temps se faisait donc en réalisation asynchrone, c'est-à-dire qu'on faisait d'abord le tournage des rushs et ensuite les captures d'écran et les éléments graphiques dans un deuxième temps. Et puis ensuite on est passé à une réalisation dite dans les conditions du direct, où là on avait un mélangeur vidéo, où on avait d'un côté un formateur qui était filmé sur un fond vert, et de l'autre, un ordinateur avec PowerPoint en plein écran qui sortait en HDMI et qui allait dans la régie, et on mélangeait les deux sources. Et pendant que le formateur lisait son prompteur, on avait l'opérateur qui était capable de passer les diapositives et les animations sur le diaporama en synchronie avec ce que disait le formateur. On voit souvent cette petite fenêtre avec le formateur. Ouais. T'as des conseils à nous donner là-dessus? Il doit être en haut, à droite, à gauche, machin. Parce que l'autre jour, j'en ai regardé une. Il était en surimpression sur ce qui était écrit. C'était gênant quand même. Ouais. Alors, en fait, la question de voir ou non le formateur dans une vidéo enseignant plus diapo, à vrai dire, elle se pose en fonction de ce qu'on dit et de comment est articulé le propos. Moi, par exemple, j'avais fait une vidéo comme ça avec un collègue sur la méthode Pomodoro. Oui. Vous pouvez retrouver sur le Padlet Je m'autofilme cette anecdote-là. Et typiquement, en fait, le storyboarding de la vidéo faisait que on n'avait pas besoin de mettre le formateur et les éléments graphiques affichés en même temps. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce que disait le formateur dans la première partie de la vidéo, c'était de quoi on va parler, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? D'accord ? Et à partir de là, on va être dans une narration, on va dire, historique de la genèse de la méthode Pomodoro, d'où ça vient, et voilà. Et pourquoi et d'où ça vient, etc. Dans un deuxième temps, on passait à une séquence graphique où là, typiquement, on disait la méthode Pomodoro, comment ça marche ? Et là, on décrit le comment. Et là, on met du graphisme. C'est-à-dire qu'on explique qu'il y a un certain nombre de tomates, qu'une tomate dure 30 minutes, et là, on met du graphisme pour appuyer le propos. Mais le formateur a disparu, lui, pendant cette séquence-là. Et oui. Et ensuite, sur la troisième séquence, on mettait le pourquoi. Et là, à nouveau, le formateur nous disait pourquoi est-ce qu'on fait et dans quelle situation est-ce qu'on va utiliser la méthode Pomodoro. Et là, on n'avait pas besoin d'appui graphique. Là, on était sur de l'anecdote et on n'avait pas besoin d'illustrer. Et puis ensuite, sur la quatrième séquence, on mettait les outils références, et là, on mettait les pictogrammes des outils qu'on pouvait trouver en ligne. Et enfin, on mettait en conclusion, dans quelle situation à nouveau on pouvait s'en servir, et comment lui s'en servait ponctuellement au quotidien. Voilà, c'est en gros un retour d'expérience individuel. Voilà. Donc en fait, l'apparition de l'enseignant plus éléments graphiques à ses côtés dépend surtout de la façon dont on va structurer son propos. Pourquoi est-ce que très souvent on met des vidéos enseignants plus diapositives ?
avec des pictogrammes à côté de l'enseignant, typiquement parce que très souvent le propos mélange les deux. C'est-à-dire Oui. qu'on mélange le d'où ça vient, le comment et le pourquoi dans le même paragraphe. Et du coup, on est un peu piégé parce qu'on va pas passer son temps à passer de l'un à l'autre. Du coup, on se dit, je vais mettre le formateur. Là, tu me demandais où, typiquement une image se lisant grosso modo de gauche à droite. On a plutôt tendance à mettre l'enseignant à gauche, d'accord, Mmh. et puis les éléments graphiques à droite. Et puis à partir de là, on déroule le prompteur. Parce que le travail dont je parle là, c'est-à-dire de storyboarder la vidéo avec le qu'est-ce que c'est, le comment et le pourquoi, il faut vraiment le penser dès la conception de l'écriture de la vidéo. Ouais. Mais sauf que bien souvent, les formateurs, eux, ce truc-là, ils le mélangent dans les formations présentielles. Typiquement, ils le mélangent dans la façon dont ils ont de raconter les choses. Tu vois. Oui. Et là, ça redemande une gymnastique intégrale de défrichage et de démêlage de tout. Et en termes d'écriture, c'était assez lourd. Donc, on y a renoncé à ce format-là chez Youno quand j'y étais. On s'est dit, bon, on va continuer à faire du prof plus diapo en entremêlant les deux, plutôt que d'essayer de faire des vidéos séquencées avec, comme je le disais, le d'où ça vient, comment, pourquoi, les outils, la conclusion. Ouais. Voilà. Mais idéalement, si vous autoproduisez vos contenus, je trouve que l'idée, elle est plutôt pas mal. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur cette méthode Pomodoro qui doit durer 1 minute 30, 2 minutes, je trouve que le format fonctionne assez bien. Voilà. Et les histoires de on ancre plus quand c'est une personne, une vraie personne, etc., etc. Il y a des. En C'est des fait, légendes urbaines ou pas? non, c'en est pas. Enfin, je veux dire par là, bon, là, tu me diras, on pourrait croire complètement l'inverse. Toi et moi, par exemple, on enregistre un podcast là. Mmh. Donc typiquement, on va pas nous voir. Oui. Bon, On et a de pour la chance d'ailleurs qu'on ne voit pas. ouais, c'est ça, on n'a pas des bonnes têtes. On a des têtes fatiguées. C'est pas très vendeur notre Voilà, truc. c'est ça. Mais non, mais typiquement, comment dire? C'est vrai que sur une vidéo, c'est pour ça que le d'où ça vient et le pourquoi, on mettait la personne, visuellement à l'image, parce qu'avec le eye contact, on obtenait de l'engagement. Ouais. Voilà. Et le comment dire? Le comment, comme on est sur des process ou des explications, on va dire, vraiment théoriques, là, on appuie avec du graphisme parce que là, typiquement, les titrages ou les chiffres vont appuyer, Ancrage mémoriel. voilà, exactement. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, maintenant, j'entends, hein, que certains, se mettent en vignette en haut à gauche ou à droite ou que sais-je. Moi, j'ai envie de vous dire, si ce que vous avez à raconter, ne requiert pas d'eye contact, de contact visuel, Mmh. n'apparaissez pas. Oui. Voilà, c'est pas la peine. En fait, la vignette en haut à gauche ou en bas à droite, elle est anecdotique. C'est pas là qu'on va aller chercher du contact visuel. Ouais. Voilà. Tout à fait. Hein. Par contre, si vous êtes dans la narration d'anecdotes, de retours d'expérience, etc., là, ça vaut le coup de vous voir. Oui, oui, l'expert qui va dire voilà, je m'y suis pris comme ça, j'avais été Voilà, confronté à ça, voilà, oui, oui, puisque là, c'est une narration. voilà, C'est lui le cœur du sujet, en vrai. voilà. Ouais, ça Donc se comprend. ça, c'est pour le format prof plus diapo ou enseignant plus diapositive, comme je disais tout à l'heure. Voilà à peu près le process. Bon, évidemment, c'est plus facile de l'expliquer alors visuellement pour le coup, mais j'espère qu'avec le podcast, si on prend des notes, on arrivera à peu près à comprendre de quoi je parle. Euh, On arrive à trouver des petits modèles de ces petites cases d'écriture dans lesquelles il faut écrire et tout ça, là, ça se trouve? Honnêtement, quand tu crées un Word, c'est tout bête, hein. Tu fais Ouais. vraiment un tableau avec le nombre de séquences que tu as pour les cases, les lignes. En Et gros, deux colonnes. voilà. Et les 2 colonnes pour l'une, les suggestions graphiques à droite et le script à gauche. Voilà. J'en ai vu passer où les animations, ils les appelaient cinématiques. D'accord. C'est ça ou pas? Écoute, je sais pas. Sur PowerPoint, typiquement, ça s'appelle animation, hein. Ah oui. Ouais, Ouais. tout simplement. En gros, tu veux faire popper comment dire, un pictogramme, tu vas dans l'onglet animation. Nation, oui, oui, tout à fait. Voilà, Ouais. tout simplement. Ok. Donc ça, c'est pour le format enseignant plus diapositive et le process qui va avec, donc où le gros sujet, c'est d'arriver à synchroniser donc les apparitions des pictogrammes avec les mots en gras qui sont dans le texte et avoir autant de mots en gras que de pictogrammes. Et puis de l'autre côté, comment dire, travailler sur le fait qu'on passe d'une séquence à une autre avec une ligne de démarcation entre 2 paragraphes.
et que là, on sait qu'on va mettre un fondu enchaîné ou que ça joue un cut. En tout cas, on change de séquence. Ouais, Voilà. on marque bien le changement de la séquence. Voilà. Donc ça, c'est pour le format Prof plus Diapo. Si on prend le format suivant, on va être sur le teaser. Alors voilà, oui. Alors le teaser, c'est un format qui fait, qui a du mal à rassembler sur entre guillemets les bonnes pratiques, puisque pour le coup, certains ont une façon de voir le teaser et d'autres en ont une autre. Moi, je vais vous exposer la mienne, typiquement, qui est plutôt articulée sur celle qu'on va retrouver au cinéma. Hein. Le teaser, entre guillemets, teaser to tease en anglais, c'est donner envie, quoi. C'est attirer. C'est voilà. Et teaser en Bretagne, c'est picoler. Ah, bah c'est bien, oui, bah c'est bien, on sait bien qu'on tourne tous à la tisane là-bas. Donc voilà. Mais donc le teaser, il doit donner envie. Bien. Donc donner envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, on n'est pas dans une vidéo de présentation. C'est-à-dire qu'un teaser, c'est une vidéo qui doit déclencher chez la personne qui regarde un appel à l'action. Quand on voit un teaser sur une plateforme pour un film donné, l'idée c'est de vous amener en salle. Oui. C'est pas de vous raconter le film dans les 30 secondes qu'il va durer. Oui, sinon... Parce que s'il vous raconte le film avec tous les leviers narratifs, bon bah typiquement vous allez vous dire bon en gros il meurt à la fin, ça m'intéresse pas. C'est ça. Voilà. Donc le teaser il doit vous donner suffisamment l'eau à la bouche pour vous emmener en salle et vous acheter du popcorn et vous asseoir et regarder tranquillement le film. C'est la même chose pour un teaser en formation. Pour moi, un teaser en formation n'a en rien l'objectif d'être exhaustif sur le programme de la formation. Il doit juste donner envie de cliquer pour aller sur la page de présentation de la formation où là, on va avoir un descriptif exhaustif de ce qui se passe dans la formation. Mais le teaser, lui, il doit déclencher le clic pour aller visiter ce site-là. Donc ça veut dire que typiquement on est vraiment dans un objet marketing pour le coup, ce qui fait que on va répondre à des questions, mais pas à trop quand même. On va surtout pas répondre à des questions qui pourraient fâcher. Et puis surtout, alors ce qu'il faut savoir dans un teaser, parce qu'on en a fait plein chez Youno, c'est qu'en fonction d'un public cible, les problématiques vont pas du tout être les mêmes. Par exemple, un teaser, s'il est trop long, il risque donc on va dire de décourager différentes parties prenantes qui vont déclencher l'achat de la formation. Pour moi, les parties prenantes qui vont acheter une formation vont être l'apprenant, qui va en parler à son manager, qui va en parler à la DRH. OK ? Maintenant, ces trois parties prenantes n'ont absolument pas les mêmes attentes face au sujet formation. Pas les mêmes objectifs, surtout. Voilà. Et donc, l'apprenant, lui, il veut monter en compétences, certes, mais il veut que ça soit sympa et cool à suivre et pas rébarbatif. OK ? Le manager, lui, il veut que ça soit pas trop long, que ça prenne pas trop de temps à son employé, enfin à son collaborateur, pardon. Et puis pour lui, le fait que ça soit cool, c'est secondaire. Oui. Et puis le DRH, lui, ce qui va l'intéresser, ça va être des mesures de montée en compétences et des mesures d'audience et d'engagement. Oui, et puis le calcul de son ROI, lui, parce qu'il investit. Et donc là-dessus, si vous regardez par exemple la problématique de l'apprenant, si vous commencez à expliquer dans votre teaser à l'apprenant, pour essayer de flatter le RH, que typiquement il va être traqué par Moodle et qu'il y aura du tracking sur toute sa navigation, l'apprenant, ça ne va pas forcément le motiver. C'est cela, oui. Voilà. Si vous commencez à expliquer que votre formation elle est cool, qu'elle dure, mettons, 4 heures d'engagement apprenant semaine, votre apprenant il est prêt à y aller, votre manager il va dire putain, 4 heures semaine, c'est énorme. Je vais pas y arriver, ils seront jamais là. Il sera jamais là, voilà. Et donc voilà, donc chacun a des problématiques différentes, et donc quand on fait un teaser, typiquement, il faut faire gaffe au public qu'on va viser, et surtout à pas être exhaustif, parce que le risque qu'on prend à être exhaustif, c'est qu'à un moment donné, on risque de freiner une des trois parties prenantes. Est-ce que tu me suggérerais donc de faire 3 teasers pour les 3 parties prenantes ? Alors, le truc, c'est que le teaser, bien souvent, il vise... c'est pour ça que je parlais de la différence qu'il y a entre teaser et vidéo de présentation. Oui. Voilà. Donc pour moi, le teaser, si tout va bien, en priorité, il est publié assez largement, soit dans une newsletter, soit sur des réseaux sociaux, mettons.
Et donc, il doit d'abord flatter l'apprenant, c'est-à-dire celui qui va essayer d'enclencher l'achat. Oui. Ok. Donc, on a essayé pendant un temps de faire chez Youno des différentes versions des teasers et puis on a vite abandonné parce qu'on n'avait pas la bande passante. Ça coûte cher à produire du coup. On Oui. multiplie par 3 le staffing des gens pour produire de la vidéo. Mm. Donc moi je dirais non. Je dirais produisez pour l'apprenant, visez vos réseaux sociaux et puis ensuite là où il faut travailler par contre, c'est peut-être qu'on peut faire 3 pages web éventuellement de présentation de la formation. Oui. Celle qui est liée au teaser, c'est la plaquette qui s'adresse à l'apprenant. Et puis après, si vous devez balancer à vos commerciaux une page de présentation de la formation pour ceux qui démarchent les RH, typiquement, ils ont une page web dédiée à ça. Et ceux qui démarchent les managers, eh bien, ils vont avoir une troisième page. Oui. Ouais. Mais pour Oui, moi, le fameux vous êtes apprenant, vous êtes manager, vous êtes décideur RH, quoi. voilà. Mais Mm. pour moi, la page vers laquelle va renvoyer donc le teaser, c'est-à-dire que qui va être, mettons, dans la description de la vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube ou ailleurs, va encourager à cliquer vers une page dédiée apprenant. Mm. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour le teaser qui doit vraiment être un appel à l'action. Après, en termes de format, l'idée, c'est si vous travaillez sur une identité entre guillemets visuelle ou éditoriale, essayez d'harmoniser. Mm. Oui. Chez Youno, on a essayé plein de formats et du coup, on y perdait un petit peu, l'harmonisation visuelle. On a fait des trucs en motion design, on a fait des trucs en en bicaméra portée. On a fait des trucs en caméra fixe sur pied. Enfin, et résultat des courses, chacun des objets était assez joli. Hein, finalement, moi, je suis assez content de la série de teasers qu'on a fait là-bas. Il y avait de chouettes choses. Mais c'est vrai qu'à la fin, il n'y avait pas forcément d'harmonie. Ouais. Voilà. Finalement, c'est pour ça que sur la fin, quand on faisait les teasers avec de la caméra portée, on en a fait une bonne série, pour justement rattraper un peu d'harmonie. Je me posais une question là aujourd'hui, si on parle de format, Mmh. qu'est-ce qu'on doit privilégier, se disant quand même qu'on a énormément de consommation sur mobile. Bon, la formation, ça reste encore sur ordi, donc on peut bien comprendre que là, on est sur un 16/9, mais il y a des choses qui se précisent là sur le format de sortie. Alors Si t'en faisais qu'un, alors bien sûr, tu vas me dire oui, mais ça dépend du contexte et à qui ça s'adresse. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? alors, figure-toi que, fin 2016, c'est marrant que tu Ouais, en parles parce que fin 2016 chez Youno, j'ai présenté, ce que j'appellerais la première vidéo, on va dire, pédagogique verticale. ouais, Et j'avais fait un test sur le LMS de Youno à l'époque, et donc j'avais fait une vidéo dans laquelle je m'étais auto-filmé, et j'avais un diaporama, et donc les présentations face cam, j'étais debout en plan quasiment en pied, d'accord. oui, Et puis, de temps en temps, pour appui graphique, j'avais du graphisme qui me remontait jusqu'à la ceinture, donc à peu près à la moitié de l'image, ouais, pour de l'appui d'information. Et je l'ai présenté chez Youno, et ça avait plusieurs avantages. Le premier d'entre eux, c'était que quand tu divises ton écran d'ordinateur, par exemple, qui lui-même est un 16/9 horizontal, hein, mhm, eh ben, cette vidéo verticale, tu la calais sur le côté gauche de ton écran, d'accord. Et puis tu pouvais ouvrir un deuxième onglet avec le LMS à droite, d'accord. ouais, Et tu pouvais simultanément écouter ma vidéo et naviguer sur le LMS. mhm, Donc c'était plutôt pas mal. Et finalement, ce format-là, il a pas convaincu, j'allais dire, il n'a pas été fait. À l'époque, il y avait déjà le journal Bild qui faisait un journal d'infos vertical en Allemagne. Et ça a été le premier JT vertical, si on le cherche, c'est BILD. mhm. Et c'est parce qu'il y avait cette émergence des formats verticaux que moi je m'étais intéressé à l'idée de concevoir, on va dire, un premier pilote de vidéo pédagogique verticale. À l'occasion, je te le passerai en messagerie privée sur LinkedIn. Je l'ai pas publié en public, c'est une maquette. Ouais, c'est avec plaisir. Voilà. Mais bon, voilà. Mais donc ça n'a pas convaincu chez Youno. On a préféré rester en horizontal.
parce que on a voulu rester sur des formats plus classiques. L'idée, c'était de dire que globalement, un apprenant regardait ses vidéos plein écran, et puis que quand il avait terminé sa vidéo, il revenait sur le LMS. Voilà, c'était le postulat de départ qui a été conservé. Voilà. Oui. Mais donc en termes de format aujourd'hui, bah, évidemment avec l'émergence depuis déjà 3-4 ans de TikTok, forcément les formats verticaux se sont démocratisés, quoi. Ouais. Mais dans le cadre de formation digital learning, pour l'instant, faut dire que j'en consomme pas beaucoup du coup puisque je passe mon temps à bosser, mais j'en ai pas vu pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour les vidéos pédagogiques. Et pour le teaser, bah, c'est la même chose. Bien évidemment, on peut faire un teaser soit horizontal, soit vertical en fonction de la plateforme sur laquelle on va aller le diffuser. Oui, si on est les réseaux sociaux, on fait du vertical, quoi. Voilà, nous typiquement à l'université, quand on fait des teasers pour la DIRCOM, on propose, si besoin, de faire le format vertical. On ne nous le demande pas systématiquement parce que l'université, par exemple, ne communique pas sur TikTok. Mais on a, par exemple, la bibliothèque universitaire, la BU, qui, elle, fait des stories sur Instagram. Et pour eux, on fait des stories Instagram tournées en vertical. Ouais, du 9/16e, on va Voilà, dire. exactement, C'est ça. du 9/16e. Okay. Ouais. Et le carré, le format carré? Le format carré 4 tiers, c'est vraiment, ou même 1-1 Ouais. d'Instagram, c'est typiquement Instagram ou LinkedIn. Donc, c'est pas forcément axé formation spécifiquement. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'est pour le teaser et les formats. Si on passe au format suivant qui va être, on va dire, le témoignage ou l'interview. Donc ça c'est un format dont j'avais parlé dans le précédent podcast et pour lequel on peut refaire un petit tour vite fait. Donc l'idée c'est qu'une interview typiquement, bon, c'est pas alors déjà, premier truc, une interview n'est pas une conversation. Ça c'est le premier truc. Une interview est une interview dans laquelle on va poser une question à quelqu'un et on va écouter sa réponse. Et quand il a terminé sa réponse, on va éventuellement lui faire une relance pour qu'il enrichisse le propos qu'il vient de développer. Ok. Une conversation, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus interrompu d'un interlocuteur à l'autre que ne l'est une interview. D'accord. Ouais. Voilà. Quand bien même vous la montez en jump cut sur TikTok ou ailleurs, malgré tout, on laisse quand même l'interviewé développer son propos une fois que l'intervieweur a posé sa question. D'accord. Oui. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, quand on conçoit une interview, bien souvent, l'idée, c'est quand même de partir sur un parti pris éditorial, c'est-à-dire que le témoignage, il vient enrichir un propos pédagogique qui a été dit en amont, qui va être donc un retour d'expérience via un témoignage. Bon. Et là-dessus, on va pas aller à la pêche, comme je le disais dans le précédent podcast, puisque l'idée, ça va être de bien cadrer des questions, d'obtenir en amont de l'interview les éléments de réponse de la personne, pour être sûr que, bien typiquement, on va dire la façon de penser de la personne qu'on va interviewer correspond à la ligne éditoriale qu'on va publier. Ok. Voilà. Donc, parce que on peut très bien trouver des gens qui ne sont pas en accord avec la façon dont on pense, si je puis dire. Hein, moi, par exemple, je me suis retrouvé comme ça en télévision un jour, avec une interview de quelqu'un à qui on venait de demander si une artiste était une espèce de nouvelle Céline Dion. Et il se trouve que le journaliste qu'on venait interviewer ne le pensait pas du tout. Ouais. Donc, il nous a dit non, pour moi, ça n'est pas Céline Dion. Et sauf que c'est vraiment ce qu'on venait chercher. Donc, on est reparti. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et comme ça avait été mal préparé, forcément, on était venu pour rien. Là, j'ai bien compris, l'interview vient enrichir le contenu pédagogique. C'est ça. C'est Exactement. ça. Ouais. L'intention, c'est ça. Ok. Et donc là, à partir de là, donc généralement, pour cadrer une interview, on va donc faire son casting, on va contacter la personne, on va lui envoyer une liste de questions auxquelles on pense, on peut lui demander d'en ajouter s'il envoie, et puis on va lui demander d'ajouter ses éléments de réponse. On va regarder ça une fois qu'il les a envoyés, et puis à partir de là, on voit ce qu'on prend ou ce qu'on jette dans ces propos-là, on lui refait une proposition en disant voilà, nous ce qui nous intéresse dans l'interview, c'est d'entendre ça, ça, ça et ça, par exemple. Et puis à partir de là, on peut se lancer sur le tournage et faire une interview efficace. Ok. Donc là, par contre, dis donc,
Ça demande des allers-retours, ça demande de l'organisation quand même, ça peut pas s'improviser ça? Non, ça s'improvise pas, c'est-à-dire qu'une interview, c'est pas juste, je téléphone à quelqu'un, je lui demande s'il veut passer au studio et puis, je lance l'enregistrement de la caméra et on y va. Non, Ouais, c'est comme je disais, c'est vraiment pas une conversation, c'est vraiment un ouais. échange qui se prépare, pour être sûr qu'on va obtenir les informations d'enrichissement dont on a besoin. Mmh. Et donc oui, je vois à peu près où tu voulais aller. En fait, c'était parler des problématiques et du rétroplanning qu'on a après sur ce genre de format? Ouais, parce que ça c'est assez compliqué. Je le vois moi déjà pour le podcast, pour Ouais. des conversations. Arriver à connecter les plannings déjà, Mmh. bah, c'est un peu compliqué et on n'est pas dans la contrainte du questionnement, de l'objectif. On découvre très souvent avec notre interviewé, notre invité, pardon, on découvre ce qui veut dire. Donc du coup, c'est pas du tout pareil et il y a déjà de l'organisation là derrière. C'est clair. Il faut planifier. Mais alors, là-dessus, alors avant de me lancer là-dessus, il y avait un quatrième format, dont Ah on oui, avait, parlé tout à l'heure, qui est, les scénettes ou, les mises en situation métier ou, voilà, qu'on peut faire, pour illustrer un geste métier ou une situation, quelle qu'elle soit, même sur, du savoir-être ou du savoir-faire. Moi, c'est souvent ouais. des formats, qu'on m'a demandé au cours de mon métier. Et Mmh. de mes expériences. Et donc, la grosse problématique qu'on a sur la création de scénettes ou de mise en situation métier, bien souvent, c'est l'écriture et plus particulièrement l'écriture des dialogues. Parce qu'en fait, Oui, typiquement, ces scénettes-là, bien souvent, on a entre guillemets la mauvaise idée de les filmer avec des collaborateurs de l'entreprise ou des copains, etc. Et on se lance comme ça sur un exercice entre guillemets cinématographique ou théâtral oui, assez scabreux. Et donc là-dessus, moi j'ai réussi à convaincre assez rapidement la direction de chez Youno à l'époque et même celle du Subtis où j'étais encore il y a 2 ans à l'université de Rennes pour comment dire tourner avec des comédiens d'improvisation. Et donc l'idée c'est qu'au moment de l'écriture des scénettes, bon ben comme pour une interview ou pour une vidéo prof plus diapo, on va tout d'abord délimiter le nombre de scénettes qu'on va vouloir filmer. Et puis une fois qu'on aura délimité les scénettes et leurs thématiques, on va pour chacune écrire ce que j'appellerais un pitch ou un synopsis. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, on va dire dans cette scénette, par exemple, Claudine va dire bonjour à Michel et nous allons étudier comment on dit bien bonjour à quelqu'un dans la première scénette et dans la deuxième, comment on ne dit pas bonjour à quelqu'un. Ok. Bien. Donc on va avoir le pour et le contre, par exemple. Et donc, plutôt que de se lancer dans l'écriture d'un dialogue, d'accord, ouais, on va dans le synopsis, euh, en complément du synopsis, on va ajouter ce que j'appellerais des mots-clés ou des gestuels ou des situations types qui illustrent le fait que ça c'est bien ou que ça c'est pas bien. Par exemple, on va indiquer au comédien que pour dire bonjour, on va donner une poignée de main franche. Donc le comédien en improvisation, il saura qu'au moment où il va serrer la main à son interlocuteur ou son interlocutrice, il va donner une poignée de main assez franche. oui. Ok. Regard droit, on Voilà. regarde dans les yeux, etc. Ouais. Et donc, toutes ces indications de jeu d'acteur, on va les indiquer dans le descriptif du synopsis. On va donc écrire le pitch synopsis, puis en dessous, on va donner les indications de jeu. Et puis à partir de là, on a la matière pour improviser. Mais tout le monde n'improvise pas aussi bien qu'un comédien d'improvisation. Moi, je recommande vraiment on va dire, d'embaucher des comédiens d'improvisation pour que ça soit crédible. En fait, si vous voulez, si tu veux, pardon, Laurent, comment dire, le comédien d'improvisation, c'est quelqu'un qui fait ce que j'appellerais des duels d'impro dans des soirées dédiées à ça, à qui on Oui, va donner un bout de papier plié dans lequel il va y avoir un mot ou 3 mots, à qui on va dire joue-moi un bulldog énervé, et le gars pendant 10 minutes ou la fille va jouer un bulldog énervé de manière complètement folle. ouais, Voilà. Ce qui est chouette dans l'idée d'avoir affaire à des professionnels, c'est que d'un seul coup, c'est un peu comme quand on donne j'allais dire une partition ou une grille d'accords à un musicien virtuose, c'est que d'un seul coup, ça prend vie ouais. et d'un seul coup, on voit que c'est crédible. D'ailleurs, c'est une bonne méthode pour savoir s'il est vraiment musicien. Parce que, bah, y a une blague qui courait qui disait, tu sais comment tu fais pour qu'un guitariste joue moins fort? Tu Mmh. lui donnes une partition.
Oui, ben là justement, C'est j'allais dire cela, oui. oui, mais à l'inverse, pour un comédien d'improvisation, plus tu vas lui donner entre guillemets de lignes Liberté, directrices ou de qui vont lui permettre le de brider, ouais. voilà, de voir où sont tes attentes et plus il va s'en nourrir Ouais. et donner vie aux propos que tu veux voir à l'image. Donc pour les scénettes de mise en situation, moi vraiment je recommande donc d'une d'écrire un pitch ou un synopsis sur deux trois lignes et ensuite dans un deuxième temps d'écrire quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques qui peuvent donner des indications de jeu aux comédiens et aux comédiennes. Et puis, dans un troisième temps, de se filmer et puis de valider la bonne prise. Généralement, une scénette de mise en situation, si tout va bien, ça peut être joué en temps réel. Voilà. Ouais. Voilà. Mais alors, du coup, pour chacun de ces formats, donc là, on va être sur l'aspect, on va dire, délai de production, rétro-planning, et puis les problématiques qu'on peut rencontrer en fonction de chacun de ces formats. Alors, je ne vais pas les énumérer les unes et les autres, mais tout Mmh. simplement, l'idée, c'est bien de comprendre que, par exemple, pour ce qui est des problématiques qu'on a soi-même en tant que producteur audiovisuel, qu'on soit le formateur qui fait ses vidéos ou qu'on soit une entreprise ou un service comment dire, qui fassent ce genre de support audiovisuel. Les problématiques qu'on a en fonction des formats sont à peu près toujours les mêmes. Et surtout, les demandeurs ou les personnes dont on va être tributaire finalement n'en ont aucune conscience. Oui. Donc, le pire ennemi dans l'histoire, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'en gros, je vous demande un script en amont, évidemment que ça va me servir pour préparer mon tournage. Non. En fait, le demandeur, lui, il n'en sait rien du tout. Oui. Donc voilà, donc en fait, au moment où on va cadrer ce genre de projet, il va bien falloir expliquer aux partenaires qu'on a, aux parties prenantes qu'on a, quelles sont nos problématiques et à quoi vont répondre les éléments qu'ils vont nous transmettre, d'accord, pour qu'on puisse leur livrer une prestation de bonne qualité. Oui. Ok. Parce que on peut pas blâmer un formateur qui va nous livrer ses supports graphiques 3 jours en retard si on lui a pas expliqué que les 3 jours de retard, ça compromet la réservation du studio ou le booking du caméraman ou que sais-je autre chose. Vous voyez. Oui, ou la réservation, des acteurs, improvisateurs, et Ouais, cetera, et cetera, hein. C'est exactement. pas logique, ouais. Donc il faut bien expliquer quelles sont les problématiques qu'on a en fonction du rétro-planning qu'on donne à nos partenaires ou à nos parties prenantes. Sans quoi, au moment où on explique que on peut pas assurer la prestation de bonne qualité comme on le voulait à cause d'eux, ils vont vous dire c'est dommage parce que si vous m'aviez dit, j'aurais Ouais, respecté. Moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois ça. Enfin, oui. je l'ai déjà eu. Disons que j'ai eu 2 ou 3 fois pour me forger le métier, si je puis C'est dire. ça, Et puis après, j'ai eu des oreilles, qui étaient sélectives parfois. Mais oui, bon. bien sûr. Ah oui, oui, j'avais mais non, mais tu me l'as pas dit. Non, on y a passé 1 heure, mais Ouais, c'est bon. ça. Alors du coup, là aussi, j'ai appris la leçon. Maintenant, je fais des écrits. Oui. Donc si je voulais écrit, voilà. Mmh. Ouais. Alors par contre, ce qui est important aussi, nous, par exemple, à l'université de Rennes, dans l'équipe avec laquelle je travaille, on explique qu'on travaille non pas sur des deadlines, des dates de livraison, dures, c'est-à-dire qu'on dit pas que le tournage il va être par exemple je sais pas, le 11 juin par exemple, mais on va dire voilà. Alors si on a les éléments à ce moment-là, on valide le tournage le 11 juin. En revanche, si on a les éléments 4 jours plus tard, bon, le tournage du 11 juin ne tient plus, mais on le décale d'autant. Oui. Voilà. Pareil pour la livraison du montage de la vidéo. Si on obtient des éléments de retour ou de validation en décalé comparé aux dates auxquelles on avait demandé d'avoir les retours, forcément la date de livraison finale de la vidéo va être décalée d'autant. Et là, c'est curieux comme d'un seul coup, c'est compris. Oui. Et là, du coup, les délais sont tenus parce que la deadline, en fait, elle est dure chez eux, pas chez nous. Oui. Bah oui. Voilà. Quand on nous dit je veux le teaser à telle date, on fait OK, nous on va vous faire le rétro-planning qu'il faut pour avoir ça. Mais en revanche, moi je le dis tout de suite en réunion de cadrage, si vous nous prenez du retard sur la production, votre deadline bougera. Alors il y en a qui s'aventurent à me dire ah non, elle bougera pas. Ah ben je dis si, Bah elle si. bougera. Je suis désolé. Ah Voilà. oui. Pour les miracles, ils restent lourdes. C'est ça. Et si ça marche pas, Lisieux, parce qu'il te restera toujours Lisieux pour pleurer.
Elle est bien placée. Donc voilà, donc ça c'est pour les problématiques qu'on peut communiquer auprès de nos différents interlocuteurs pour donner du sens à pourquoi on demande les choses dans telle et telle Ouais. condition. Pour ce qui est des délais de production, bon honnêtement, moi je vous encourage à prendre comment dire, les délais minimum que vous avez pour faire votre production et typiquement pour être sûr, comme on dit avoir ceinture et bretelles, de les multiplier en gros par 2 Oui. parce que on sait jamais ce qui peut arriver, une absence, un arrêt, des vacances. Par exemple, moi je me suis retrouvé un jour à être comment dire, supprimé d'un projet parce que j'avais eu l'audace de dire que pendant la production, il y avait les vacances de Pâques et que par conséquent, il risquait d'y avoir des absences. Oui. Et chose à laquelle on m'a dit: «Ah mais non, non, monsieur, nous, pendant les vacances, on travaille». Oui. J'ai dit: «Bien sûr» et donc on me demandait de livrer au mois de juillet. D'accord? Eh bien, la personne qui m'a remplacé, ben, évidemment, n'a pas tenu le discours que j'ai donné puisque voilà, elle s'est aperçue que, bah, elle risquait de perdre le job si elle le faisait. Moralité, elle n'a pas eu les choses dans les temps et le projet a été livré en septembre. Je l'ai su après. Oui. Donc, moi, je suis désolé, quand je cadre un projet, j'explique à mes parties prenantes quelles sont toutes les contraintes qui pourraient freiner le projet, y compris des vacances scolaires, parce que on peut comprendre que dans une entreprise, dans une université ou que sais-je ailleurs, il y a des gens qui prennent des vacances et qui sont impliqués dans la chaîne de production et qui n'ont pas vocation à répondre pendant leur congé. Et Oui, oui. qui voilà. Et puis après, quelque chose que moi j'ai vécu sur de la conception pédagogique et de l'intervention d'experts, eh bien, les gens font souvent des congés à roulement, ce Mmh, qui fait que tu n'as jamais tout le monde au même moment et il t'en manque toujours un. c'est ça, exactement, Et ça peut dérouler quand même relativement longtemps quand même. c'est ça. Et moi, je l'ai vécu sur des projets pédagogiques. Ah ben, il faut faire ça. Non, mais la prof de ça, elle est pas ça. L'autre, elle est en vacances. Ah ben là, c'est un consultant. Ben lui, il a pas prévu de venir. Mmh, Le cadrage est hyper nécessaire et la validation du cadrage aussi. oui, par écrit. Oui, ben oui, je m'engage parce que sinon, nous, on a eu des projets comme ça où à un moment donné, je me souviens d'avoir dit bon, écoutez les gars, il va falloir qu'on se mette d'accord. S'il nous en manque un tous les 2 jours Mmh. et qu'il faut qu'on y soit tous, comment on fait? Voilà. À quel moment? Dites-moi à quelle date. Et à ce moment-là, on le réalisera. Mais bon, il faut partager justement, comme tu dis, ces contraintes et puis expliquer les conséquences, hein, parce que Bah oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour les, on va dire les délais de production et le rétroplanning adapté. En gros, il faut être raisonnable et pas serrer trop court les rétroplanning et les délais et se oui, dire que si on a un client qui nous tire à vouloir faire vite, on fera pas bien. oui, Et typiquement, si on fait pas bien, au final, on a un client mécontent, mauvais payeur, qui mm, reviendra pas vers nous. Donc au final, moi, il y a des fois où je préfère tenir les délais que je donne, quitte à renoncer au client s'il cherche absolument à me faire rentrer dans une case de process qui ne oui, correspond pas à mon rythme de travail, voire même pas seulement à mon rythme de travail, mais au rythme de travail que lui-même serait en capacité de donner. c'est ça. Voilà. Oui, oui, je Donc pense il vaut mieux effectivement. renoncer plutôt que s'engager sur quelque chose de scabreux. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, si déjà c'est instable au départ, comment tu veux si les gens n'acceptent pas les règles, oui, oui, bah, de toute façon on verra, je vous dirai quoi. Non, non, Ouais. ça marche pas ça. Faut l'arrêter tout de suite parce qu'après on est hyper dépendant, hein. Ah bah c'est clair. Et puis ça marchera jamais. Et en plus, avec l'expérience, ce genre de comportement, on arrive toujours à un résultat qui est pas bon. Et quoi qu'il arrive, même s'il était très bon, il n'est pas forcément perçu à sa juste valeur. Voilà. Donc Bon, savoir dire non, c'est bien. oui, c'est ça, savoir dire non, c'est bien, exactement. Alors, dans le cadre des productions vidéo qu'on peut faire, si je reprends par exemple l'exemple de l'interview, il arrive bien souvent que, on va dire, pour dynamiser un rendu vidéo, une vidéo tout simplement, on va vouloir mettre plusieurs caméras. En l'occurrence, le format le plus répandu, ça va être ce que j'appellerais le bicaméra, c'est-à-dire 2 caméras. Où là, eh bien, on va avoir une caméra qui va filmer la personne typiquement de face, et puis une autre qui va être, en fonction de l'axe regard qu'on veut, qui va être plus axée à 45 degrés à droite ou à 45 degrés à gauche. OK? Ouais. Pour une lecture de l'image de gauche à droite, typiquement,
moi, j'encourage en gros à ce que face à une personne, on ait donc la caméra de face qui soit donc vers la personne. On va mettre l'intervieweur sur la droite de la caméra. Hum, On va mettre le regard de l'interviewé donc dans le regard du journaliste, ce qu'on appelle un regard hors champ. hum. Et ensuite, on va placer sa deuxième caméra sur la gauche de la caméra centrale, à 45 degrés de l'autre côté donc. Ok. Voilà, c'est un peu plus ça a profil à 45, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a 45 degrés gauche la deuxième caméra, au Hum. centre La caméra de face. voilà, la caméra de face, et 45 degrés à droite l'intervieweur. Ok, à peu près. Ok. Et là-dessus, on va travailler sur une interview avec un regard hors champ. Dans le langage image, il y a quand même des choses assez importantes à retenir. Et là-dessus, j'allais dire, nos charmants cinéastes ont largement défriché le sujet. Et je veux bien croire qu'aujourd'hui, on puisse essayer des choses. Mais il y a quand même des choses qui fonctionnent. Je veux dire, on n'y peut rien, mais quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça fera toujours rire. Et il y a comme Hum. ça des codes qui font que, typiquement, on parle avec l'image comme on parle avec le langage verbal. Je m'explique. Typiquement, si on filme une vidéo avec donc la caméra de face et qu'on a un regard hors champ, bien. On va prendre un cadre qui va être, on peut prendre, vu qu'aujourd'hui globalement on va filmer en 4K et qu'on va aller cropper pour aller faire un clip en 1080, on peut cadrer une personne avec un plan américain ou un plan taille, et Hum. puis de temps en temps aller prendre donc le plan taille et puis aller jump cutter dedans et aller chercher un gros plan, d'accord? Hum. Ça, c'est pour la caméra de face. Sur la caméra qui est à 45 degrés et qui donc donne une autre information que celle de la caméra de face. Cette caméra-là, elle a un rôle bien précis. Elle ne sert absolument pas à donner un gros plan. Je le vois trop souvent. Cette caméra qui est placée sur le côté, elle sert à donner du contexte. Ouais, l'ambiance. Exactement. Elle peut même, si on veut, on peut la reculer et elle peut même montrer la caméra centrale, si on veut. C'est-à-dire, en gros, on va justifier tout. On peut montrer la caméra centrale, on peut montrer l'intervieweur, on peut montrer l'interviewé, la keylight, on peut montrer la perche qui tombe, etc. On peut donner du contexte. D'accord? Là-dessus, j'entends des gens qui me disent bien souvent, mais pourquoi, d'abord? Et puis, moi, ce qui m'embête avec cette caméra contextuelle, c'est que sur ma caméra de face, j'ai un joli flou d'arrière-plan bokeh qui illustre et qui détache bien le personnage, alors que Hum. sur ma caméra contextuelle en plan large, je n'en ai pas. Et du coup, J'ai en une termes profondeur de d'esthétique, champ, ouais. voilà. Et donc, en termes d'esthétique, j'ai, comment dire, une incohérence entre la caméra de face qui, elle, a un joli bokeh, et la caméra contextuelle qui n'en a pas. Bon. Eh bien, en fait, il y a un moyen d'en avoir du bokeh, même avec un grand angle, si je puis dire, puisque finalement, si on décompose l'image en 3 plans, on va prendre donc le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. On va donc considérer que au troisième plan, on a donc le contexte, le Hum. décor, d'accord? Au deuxième plan, on va avoir le personnage. Et au premier plan, me direz-vous, dans un plan large, bien souvent, on n'a rien. Mais c'est là qu'on va le mettre le flou. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des objets ou des choses au premier plan, des amorces, sur Hum. lesquelles on va faire le flou. On va faire le point sur son personnage, avec donc un arrière-plan net, un deuxième plan net sur le personnage et un premier plan flou sur les objets en amorce. C'est une technique que j'utilisais en photo, mais il y a tellement longtemps. Voilà. Et à Pour partir de... donner, tu sais, cette histoire de photographier. Là, j'ai l'image d'une crique à la mer Oui, que tu photographies à travers les arbres. oui, Et tu as le tronc de l'arbre, le premier arbre à gauche là qui est bien flouté, oui, mais tu vois que c'est un arbre oui. et ça crée comme une fenêtre, c'est ce qui va augmenter ta profondeur de champ. Exactement. Et qui va Ah donner ouais. vie au cadre. Tu vois ce Et que je veux oui. dire? Ah ouais. Donc c'est un moyen comme un autre de travailler sur ce que j'appellerais la volumétrie de ton image, avec un premier plan bien marqué avec un petit flou, un deuxième plan avec ton personnage net, et un troisième plan qui est comment dire, qui est net lui aussi et large et où on explique bien le contexte. Et de cette manière, on va pouvoir avoir une cohérence entre guillemets de travail de profondeur de champ
entre la caméra de face et la caméra latérale. Voilà. Ouais. Je dis ça pourquoi ? Parce que bien souvent, cette deuxième caméra latérale, moi je la vois faite par des réalisateurs ou réalisatrices qui s'en servent pour aller chercher un deuxième plan, un gros plan de comment dire, de l'interviewé. De l'interviewer, ouais. Là où c'est véritablement une calamité pour moi en termes de langage image, c'est que là j'ai parlé d'une interview avec un regard hors champ. D'accord ? Si on part maintenant du principe que la caméra de face, eh bien, l'interlocuteur interviewé, il parle face caméra, c'est-à-dire avec un eye contact dans l'objectif. D'accord ? Ça voudrait donc dire qu'on a le eye contact en plan moyen et en plan serré dans cette caméra-là, d'accord ? Et que de l'autre côté, la caméra latérale, elle irait chercher un gros plan sur les oreilles, la tempe du personnage. Mais du coup, cette valeur de plan-là, elle est tellement grosse et le eye contact tellement brisé parce que du coup, la personne, elle regarde pas dedans, hein, Ah non. que finalement, on en perd on va dire toute la symbolique et le langage de ce que veut dire un gros plan. Parce que dans le langage image, d'accord, un plan large est un plan contextuel, d'accord, un plan moyen est une présentation quelque part du personnage, et un plan serré est une implication du spectateur dans le sentiment, le ressenti du personnage. Donc si je fais un gros plan sur les tempes, enfin sur la tempe ou l'oreille d'un personnage qui est en train de me parler alors que la seconde d'avant, il me regardait dans les yeux, j'ai tout cassé. Et ouais, oui, ça fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la réalisation bicaméra, bien être attentif donc à travailler sur sa deuxième caméra à 45 degrés, mais pour donner du contexte. Alors, je peux te partager quelque chose que j'essaie de faire. Moi, j'essaie de faire du bicaméra avec une petite caméra Sony et mon iPhone de l'autre côté. Et ça me pose plein de problèmes, en vérité. Des problèmes de chromatique, notamment. Des problèmes d'étalonnage. D'accord. Parce que c'est... et du coup, il n'y a pas vraiment de cohérence entre ce qui est filmé par celle de droite et par celle de gauche. Mais en termes de qualité d'image, je vais faire simple, hein, je veux dire, en qualité d'image que je vois, c'est pas aussi bien d'un côté que de l'autre. Et du coup, là, c'est quoi l'astuce ? C'est d'avoir 2 fois la même caméra ? Ouais. Exactement. Le premier truc, c'est si vous faites du bicam, vous utilisez la même caméra 2 fois. Ouais. Si vous avez un iPhone 15, il vous faut 2 iPhone 15. 15, ouais. Ok. Ben oui. Idéalement, voilà. Vous avez un appareil photo donné, il vous faut le deuxième à minima de la même marque. Vous avez un GH4 Panasonic, vous passez au GH5 éventuellement. Voilà. Oui, parce qu'on garde les mêmes réglages usine de la colorimétrie, quoi. Mais on va même plus loin que ça, hein, parce que typiquement, ce qui va donner véritablement l'esthétique à ton image, c'est non seulement l'appareil photo, mais c'est aussi et surtout l'objectif, la lentille. Oui. Voilà, donc pareil, si vous prenez un objectif pour un appareil photo Panasonic et que c'est un objectif Panasonic, mettez aussi un objectif Panasonic sur le deuxième. Oui. Voilà, oui, la chroma des images va être la température d'image de l'image va être très influencée par l'optique. Voilà. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc oui, donc voilà, donc effectivement, si tu fais un face cam avec un type ou une marque de caméra et que tu fais ta caméra latérale avec une autre, forcément tu vas avoir des incohérences. Mais ça peut être un parti pris, hein. Aussi. C'est-à-dire que tu peux, mais du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quitte à le faire, montrer la technique. C'est-à-dire que si vraiment ta caméra contextuelle, c'est une caméra vraiment différente de la première, montre la première dans l'image, explique, tu vois, explique pourquoi il y a une différence. Voilà, c'est une solution. Ou alors carrément, tu joues sur pareil, l'étalonnage de ta deuxième caméra. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais l'une va filmer face cam et puis la deuxième va filmer dans un trou de souris. Et puis à partir de là, on va comprendre que les couleurs soient saturées ou que tu vois ce que je veux dire. Oui, on peut faire un contexte. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était pour le bicam et le propos langage de l'image. Il y a un dernier truc à bien respecter aussi, c'est la règle des 180 degrés. Tout à l'heure, quand j'expliquais par exemple, c'est que vous avez une caméra face cam avec un interviewé qui est devant, pardon. J'ai bien expliqué donc que nous avions à 45 degrés à droite l'intervieweur, au centre la caméra 1, à gauche la caméra contextuelle. Si vous avez bien entendu ce que je viens de dire, vous observerez qu'on est bien dans l'ordre intervieweur à droite, caméra centrale
et ensuite caméra à gauche. Ok, Oui. bien. À aucun moment, l'intervieweur n'est placé entre les deux caméras. Oui. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un regard placé. Si vous placez par exemple votre intervieweur entre la cam 1 centrale et la cam 2 latérale, et que vous placez votre intervieweur au milieu, vous allez vous retrouver sur la cam 1 avec un regard de votre interviewé de droite à gauche, Gauche, et sur la cam 2 de gauche à droite. gauche à droite. Eh oui. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je te dis ça pourquoi? Parce que je l'ai vu ça. On me l'a livré l'année dernière. Ouais. On me l'a fait. C'est immontable. Hein. Bah oui. Bah oui, parce qu'en vérité, en gros, tu pourrais dire, si tu exagérais un peu, bah tu vois à coup l'oreille droite et coup l'oreille gauche. Et c'est ça. Du coup, t'es jamais dans le contexte de cet échange, quoi. C'est ça. Donc, faut bien respecter la règle pour pas avoir de problème. Ok. Les, les deux derniers sujets que je voulais aborder en termes de format, parce que là, je crois que ça fait pas loin d'une heure qu'on est ensemble déjà. Ouais, on y est là. Eh bien, c'était. Alors, il y a quand même deux sujets qui divisent, on va dire, dans les contenus digital learning. Le premier, c'est l'application de générique sur les vidéos, quelles qu'elles soient, sur une plateforme. Oui. Et puis, ce que j'appellerais les vidéos syllabus et les vidéos d'introduction de modules. Alors, Ouais. si je commence avec les génériques. Typiquement, sur une plateforme digital learning, on va trouver plusieurs vidéos qui vont jalonner le cours. Bien. On a des apprenants qui, eux, sont très friands de faire leur cours sur des sessions assez longues, une soirée complète sur 4 heures, par exemple, et vont regarder plusieurs fois des vidéos sur la plateforme. Mettons que sur une plateforme, en général, il y a à peu près 25 à 30 vidéos, à peu près. Ça dépend, il y en a moins parfois. Mais si le sujet peut le justifier, on peut arriver jusqu'à ce quota-là, 20 à 25 vidéos. Ça veut donc dire que quand on applique un générique ou un jingle de début sur ces vidéos et qu'on a un apprenant qui, le soir, va s'en taper 5 ou 6, par exemple, va entendre Ouais. 5 ou 6 fois un générique. Bon, typiquement, c'est très pénible. Voilà. C'est Mais clair. non seulement c'est ultra pénible, mais en plus, ça sert à rien. C'est-à-dire que certains me disent oui, mais en termes de cohérence, de série, etc. Alors non, pour moi, c'est pas un argument. On constatera par exemple que sur les contenus YouTube, les contenus web, typiquement, il y a, pour ainsi dire, jamais de générique. Mais Il n'y en oui. a pas. Ça commence directement par l'orateur qui commence à prendre la parole. Et puis après, il y a éventuellement un mini générique une fois qu'il a lancé le pitch, la promesse de l'émission. Il y a un court générique de 5 secondes et puis ça Oui. démarre. Et tu dis bien 5 secondes, hein, parce que si c'est 10 ou 15 secondes, ça saute. Là, le désengagement est là. Exactement. Ça se mesure bien, ça. Et donc, si on reprend historiquement le pourquoi on met des génériques au début des films, parce que tout ça est quand même au départ plutôt vertueux en termes de réflexion, parce qu'on se dit, oui, j'ai envie de faire un objet audiovisuel sympa et tout, et donc un objet audiovisuel sympa qui a l'air professionnel, c'est un objet qui a un générique. Et en fait, au départ, il faut quand même savoir que le cinéma qui crée des génériques en début de ses films ne les crée pas par plaisir, en fait, au départ. Typiquement, s'ils pouvaient s'en affranchir et commencer directement le film, ils le feraient. S'ils le font, c'est contractuel. C'est parce qu'ils ont des contrats où on doit, dès le début du film, citer qui sont les gens, les interlocuteurs qui ont contribué à la fabrication, au financement du film. Donc, ça va être la production, la réalisation, les postes clés de la fabrication du film, et puis les acteurs, on va dire les acteurs principaux. Globalement, on va être là-dessus. Dans le cadre d'une vidéo axée vidéo learning ou digital learning, typiquement, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ouais, ça n'a même pas de raison d'être, en Voilà, vrai. ça n'a pas de raison d'être. Si on veut, par exemple, alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, moi, j'ai un partenaire, mettons, je sais pas, moi, je fais un truc sur l'eau potable, et puis d'un seul coup, j'ai voilà une grande marque de l'eau qui est partenaire du truc, et donc je veux mettre son logo en début de programme. Mais pour ça, on n'a pas besoin de mettre un générique. Pour ça, on a sur une plateforme, sur la fenêtre vidéo qui s'affiche sur la plateforme, on a ce qu'on appelle le thumbnail ou la vignette, Mmh. et qu'on peut personnaliser et mettre dessus le titre de la vidéo, la promesse et puis le logo. Mmh. Et puis là, le partenariat, la visibilité du partenariat, elle est là. On n'a pas besoin d'ajouter ça dans la vidéo, de l'encapsuler. Ça alourdit le process de production.
ça alourdit le process de modification de la vidéo si on devait Oui, renoncer à ce partenaire dans le temps. Enfin bref, on n'a rien à gagner à mettre des génériques dans des vidéos pour le vidéo learning ou le digital learning. c'est clair. Voilà. Ouais, tu me disais aussi, tu me donnais l'exemple de Netflix pour les génériques quand on regarde une série. Mais exactement, c'est-à-dire que ça c'est pareil aujourd'hui, toutes ces grosses plateformes qui continuent à produire des séries, bon bah elles le font typiquement avec les contraintes légales qu'on a dans ce genre d'industrie, mais en même temps sur la plateforme, très vite on s'aperçoit que le générique de début on peut le skipper quoi. On a un bouton qui apparaît pour le skipper. Hmm. Malheureusement aujourd'hui, moi dans les players que j'ai vus sur les plateformes digital learning, on n'a pas ce bouton skip. Ouais. Donc l'apprenant, il est obligé de se le fader à chaque fois finalement. Ah oui, mais ça, c'est usant, ça. C'est voilà. Donc la reco là-dessus, c'est que si vous faites des vidéos pour les formations, typiquement enlevez, mettez pas de générique. Voilà. Ou alors Oui, mettez-le à la fin. Mettez un truc à la fin pour remercier les gens. Voilà. oui. Au moins, la visibilité sera respectée contractuellement avec le partenaire. Et puis l'apprenant, lui, s'il n'a pas envie de le regarder, il le regarde pas. Oui, il a fini, lui, son intention, et puis terminé. Voilà, exactement. Donc ça, Hmm. c'était pour les génériques. Hmm. Pour ce qui est des vidéos syllabus ou les vidéos d'introduction de modules, en fait, alors ça, c'est des vidéos qu'on a pas mal produites pour les formations chez Youno quand j'y étais. Là-dessus, ce que je vais vous dire, en gros, enfin, ce que je vais te dire, Laurent, c'est que c'est quand même documenté par des courbes d'audience qu'à l'époque on avait regardées sur YouTube, puisqu'à l'époque les formations de Youno étaient hébergées pour les vidéos, en tout cas chez YouTube. Bien. Et donc on avait les courbes d'audience des vidéos. Eh bien, figure-toi que sur les vidéos syllabus ou les vidéos d'introduction de modules, on n'avait pas d'audience. Et Oui. pourquoi on n'avait pas d'audience? On n'avait pas d'audience parce qu'en termes de valeur pédagogique, la valeur était inexistante. Tente. On n'apprenait rien là-dedans. C'est-à-dire qu'une vidéo syllabus qui présente le cours et ce qui va se passer dedans, ça n'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'apprenant, très vite, il va s'approprier sa plateforme, il va s'approprier son espace d'apprentissage et il va cliquer un peu partout et il va lui-même aller chercher l'information en cliquant. Il n'en a rien à faire d'une vidéo syllabus. C'est Et c'est clair. la même chose pour une vidéo d'introduction de module. En fait, la vidéo d'introduction de module où on va vous dire bon, bah, dans ce module, on va voir ci, on va voir ça. Typiquement, ça sert à rien parce que si c'est dans le menu latéral de la plateforme, bah, l'apprenant, Hmm. il est suffisamment malin pour comprendre à quoi il va s'attendre ou qu'est-ce qui va lui être raconté dans le module en question. Oui, oui, puis c'est contextualisé. Il n'est pas là par hasard. On l'a pas chopé au vol, quoi. Voilà. Alors par contre, là, on a eu le cas, nous, cette année et l'année dernière, avec la bibliothèque universitaire de l'Université de Rennes, à qui j'ai fait la proposition suivante parce qu'ils voulaient vraiment, comment dire, des vidéos d'introduction. Et je leur ai dit, si vous en voulez vraiment, il faut que ça ait une certaine valeur pédagogique ou informative. Et là-dessus, je leur ai dit, on peut évoquer ce qui va se passer dans le cours, mais dans ce cas-là, dites-nous pourquoi. Ouais. Donnez-nous du pourquoi. Dites-nous pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre ce cours ou ce module-là. Dites-nous pas juste il va se passer ça. Dites-nous pourquoi on va le suivre. Et du coup, ils ont écrit leur script avec ça. Ils ont dit ben voilà, on va vous former à la recherche scientifique dans les publications de l'ABU de l'université de Rennes. Et voilà pourquoi vous devez le faire. Et pourquoi ça va vous servir pendant vos études. Voilà. Ouais. Et à partir de là, la vidéo prend du sens. Et du coup, elle fait de l'audience. Elle est éducative. Voilà. Mais par contre, si c'est juste pour, on va dire, faire du descendant et dire, bah voilà, dans ce chapitre, vous allez voir ci ou ça ne sert à rien. Et ça ne sert surtout pas à faire croire aux gens que d'un seul coup, on a un être vivant derrière la plateforme. Parce que ça, je l'ai entendu. On me Ouais. dit oui, on veut faire des vidéos d'introduction de modules parce que comme ça, on entend la voix du formateur, on le voit bouger, on voit sa gestuelle, on voit à quoi il ressemble et tout ça. Tout ça, ça ne sert à rien. On ne donnera pas du vivant sur une plateforme digital learning à moins de ne faire autre chose telle qu'une classe virtuelle, par exemple, ou de Oui. poster le profil LinkedIn comment dire, du formateur, ou de poster le lien vers sa propre chaîne YouTube ou des interviews ou des TEDx dans lesquels il est intervenu. Voilà. Mais faire des vidéos de présentation de modules avec lui pour soi-disant donner du vivant,
honnêtement, c'est du temps de production, gâché finalement parce que nous, on l'a vu chez Youno quand j'y étais, les courbes d'audience sur les vidéos d'introduction de modules, grosso modo, on faisait de l'audience sur la première et puis Mmh. on chutait très vite. Oui, c'est l'effet de surprise. Voilà, Hein, ils y vont et puis après c'est bon, ils ont compris, hein, ils ont compris la filoche, ils s'y refont plus prendre. exactement. Bon, bah, écoute, c'est incroyable tout ce que tu nous as partagé là. Bah, ouais, là, je crois que j'ai fait un sacré tour, mais j'espère que c'était pas trop pénible à écouter. Ah bah, écoute, me concernant non, parce que écoute, moi je me suis reconnu dans mes pratiques, dans mes problématiques, dans ces choses que tu évoques et qui sont réellement au cœur de nos productions, vidéo. Ouais. Et puis, bah, écoute, avoir les bonnes pratiques, hein, la bonne façon de faire, de comprendre et de nous expliquer pourquoi aussi il faut faire comme ça, bah, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et je te remercie, Jean-Philippe, pour venir nous partager ça sur le podcast. Une fois de plus, partager cette connaissance et puis je crois que je peux le dire, hein, ce plaisir que tu as de faire des vidéos quand même. Ah, moi, j'adore ça. Ah, Ah, ouais, ouais, j'adore ça vraiment. c'est incroyable. Pour nos auditeurs, je remettrai les éléments qu'on avait, notamment ton Padlet là, sur lequel ils vont pouvoir se nourrir abondamment, Ouais. et les éléments pour te contacter s'ils ont besoin, et pour être au plus près de toi s'ils ont besoin de renseignements ou d'informations. Voilà. Voilà, alors, bon, le Padlet, il s'est pas beaucoup enrichi depuis parce que, bon, comme je le disais dans le précédent, podcast, typiquement, j'ai essayé de faire des posts, sur des fondamentaux, donc qui bougent assez Mm. peu dans le temps. Oui. C'est pas exhaustif, il y a pas tout. Aujourd'hui, j'avoue que j'aimerais pouvoir en faire, mais j'ai plus beaucoup de temps parce que, voilà, je fais plein de choses. Mais ça reste, un outil, où, tout ça est rassemblé et le lien, il est sur mon profil. Ça n'a aucune autre vocation que de partager, Mm. vraiment des bonnes pratiques et puis voilà, quoi. Bah écoute, merci pour ta générosité, Jean-Philippe. Et puis écoute, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour profiter de ce podcast. Et je vous dis à tous à bientôt sur le podcast de la formation. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt.